ce 23e jour du Gradus, je vais vous parler d'un maître bouddhiste encore vivant, Dieu merci, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Alors évidemment, vous connaissez Thich Nhat Hanh, tout le monde connaît Thich Nhat Hanh, donc on va quand même, j'allais dire 3 mots biographiques sur lui. Donc c'est un monsieur qui est très âgé aujourd'hui, c'est un grand moine, c'est un grand spirituel, il est né en 1926, et c'est un moine bouddhiste qui est fondateur d'un mouvement spirituel autour du bouddhisme, à partir du bouddhisme, hein, pour la paix intérieure et extérieure. Donc, ce que j'aime bien chez lui, c'est sa douceur, en fait. C'est-à-dire qu'il présente vraiment, j'allais dire, un bouddhisme qui a l'air tranquille, mais en même temps qui est féroce comme un tigre, parce qu'en fait, il y a un degré d'exigence qui est extrêmement important, qui est peut-être plus important même que, j'allais dire, dans d'autres traditions bouddhistes. Alors, lui, il a un parcours de moine normal, c'est-à-dire que bon, bah, il est dans sa famille, il fait des vagues études, et puis il n'est pas à sa place, donc il se fait ordonner moine, très bien. Puis après, en fait, être moine, ça lui va pas, donc il part dans une grotte et il fait une retraite, avec l'accord de ses supérieurs, hein, quand même. Et puis, en fait, quand il sort de sa grotte, il se dit, parce que ça vient quand même à un moment, il se dit, bah, en fait, j'ai envie de m'engager pour le monde, et là, pour le coup, il s'engage pour des réfugiés, pour la paix. Et en fait, il a tout un parcours, j'allais dire, de militant engagé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, véritablement, j'ai envie de vous dire, a relevé la mission de sauver les gens, de s'engager pour les gens, quels qu'ils soient. Tous les gens en souffrance, ça lui allait. Dès qu'une personne était en souffrance, il était là pour l'aider. En fait, souvent on me pose la question, vous voyez, de qu'est-ce que ça peut être ma mission de vie. Celui-là, il ne s'est pas posé la question. Hein. Il s'est dit, il y a quelqu'un qui est en souffrance, j'y vais. C'est moi, en fait, on m'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, il a identifié dans toute douleur quelque chose auquel il devait répondre. Chapeau. Chapeau bas, monsieur. Donc, Thich Nhat Hanh, en France, il a fondé un truc qui s'appelle le village des pruniers. Si vous n'avez rien de mieux à faire, allez au village des pruniers. En fait, ça vous sauvera la vie. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est absolument merveilleux. C'est un endroit, c'est un petit bout de paradis sur Terre. Les gens qui sont là, ils sont dans un autre degré de vibration. C'est comme les centramas. C'est un autre degré de vibration. Et en fait... c'est un développement intérieur, c'est un développement de conscience qui se joue là, qui est extrêmement important. Donc là encore, c'est un très très grand, j'allais dire, accomplissement que d'avoir fait ces centres-là. Alors, la spécificité vraiment de Thich Nhat Hanh par rapport, on va dire, à d'autres maîtres, c'est que lui se positionne extrêmement clairement contre le fait de changer de tradition religieuse. C'est-à-dire que si vous êtes juif, musulman, chrétien, protestant, baptiste, témoin de Jéhovah, restez ce que vous êtes et allez quand même au village des pruniers, puisque en fait vous serez accueillis à bras ouverts, justement parce que en fait vous respectez votre propre tradition. Alors j'ai des notes parce que en fait c'est tellement dense l'enseignement de Thich Nhat Hanh que je voulais absolument rien rater. Donc en fait c'est un bouddhiste engagé. Il a, on va dire, 3 piliers absolument fondamentaux à son enseignement. Il y en a certainement d'autres, donc je m'excuse pour les gens qui le connaissent très bien. C'est pas mon cas, mais je l'aime beaucoup, moi. Donc j'allais dire en toute humilité que j'en parle. Donc la première chose, c'est qu'évidemment, comme tout bouddhiste, Thich Nhat Hanh nous parle de la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience selon Thich Nhat Hanh, dans l'optique, on va dire, qu'il donne? C'est l'absence de mental, la connexion absolue au moment présent. C'est-à-dire que si vous êtes en train de marcher, ben vous marchez. Si vous êtes en train de cueillir une fleur, on ne cueille pas les fleurs chez les bouddhistes. Si vous êtes en train de respirer une fleur, eh ben vous respirez votre fleur. Si vous êtes en train de parler avec vos enfants, vous parlez avec vos enfants. Donc effectivement, la déconnexion des portables, c'est vraiment, j'allais dire, un sujet à l'ordre du jour au village des pruniers. En fait, voilà. L'idée, si vous voulez, c'est que si vous êtes pleinement en train de faire ce que vous êtes en train de faire, ce qui est vraiment une logique du bouddhisme zen, à ce moment-là, cet instant-là peut devenir un instant sacré, voire même un instant d'illumination. Et effectivement, pour avoir la liberté supérieure, vous savez, le champ des possibles dont parlent Eckhart Tolle et tous les maîtres hindous, eh bien en fait, il suffit de rentrer par cette petite porte fine du présent, c'est-à-dire être en connexion avec son présent. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, ben, en fait, et que vous êtes en train de marcher, pensez plutôt au fait que vous êtes en train de marcher. Vous n'avez pas le temps pour être fatigué. On ne peut pas être deux choses à la fois, hein, selon la méditation de pleine conscience. Donc, ce qui signifie que à chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose, attachez-vous complètement à ce que vous êtes en train de faire, et c'est tout. Donc, ce qu'il a développé vraiment, c'est en fait des occasions quotidiennes, c'est-à-dire que Thich Nhat Hanh s'est dit, c'est bien en fait de parler de la méditation de pleine conscience, c'est bien de s'asseoir, c'est bien de méditer, c'est bien, j'allais dire, d'en parler avec les autres, mais en fait, si vous pouviez faire ça en même temps que vous vous lavez les dents, en même temps que vous vous brossez les cheveux, en même temps que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, et ça serait beaucoup plus efficace parce que ça serait constant. Donc en fait, son point à lui, c'est les 1000 petites occasions de la pleine conscience. Je pense que ça marche très bien.
parce qu'en fait ça vous suit tout le temps dans la journée. Donc vous pouvez aussi porter un petit réveil ou un petit beeper qui dirait, voilà, par exemple, es-tu bien en pleine conscience? Je me rappelle d'ailleurs à ce propos que quand j'étais très jeune, j'avais en fait un programme sur mon ordinateur, c'était les premiers ordinateurs, hein, donc c'était il y a 25 ans, qui en fait sonnait toutes les heures en disant « es-tu bien là ?» est-ce que tu es bien conscient que tu es là? Et en fait, j'aimais beaucoup ce programme, je ne sais plus comment il s'appelait, mais j'aimais beaucoup ce programme parce que c'était un programme en fait qui nous recentrait dans le présent. Donc aujourd'hui, il y a 50 000 applications qui font ça. À l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait en fait, si vous voulez, un programme où en fait on pouvait avoir une phrase spirituelle qu'on choisissait, qui se mettait sous votre nez, j'allais dire, voilà, toutes les 59 minutes. Et c'est vrai que ça m'a accompagné pendant toutes mes études avec mon vieil ordinateur. Enfin, qui à l'époque était fort jeune. Donc, deuxième point de Thich Nhat Hanh, l'inter-être. C'est-à-dire que Thich Nhat Hanh, il n'a pas de sujet avec l'écologie, en fait. Il a un sujet avec la nature. Et ce qu'il nous dit, c'est que nous, on est un petit bout de nature. Ben voilà. En fait, on est un peu de feu, hein, notre âme, notre cœur. On est un peu d'air, ça c'est sûr, on ne peut pas respirer sans. On est un peu de terre, c'est évident. Et on est beaucoup d'eau. Et en fait, on est quoi? On est de la nature. Donc en fait, il n'y a pas à préserver la nature. Enfin, c'est stupide, c'est-à-dire que nous sommes la nature, tout simplement. En fait, il faut comprendre que nous ne sommes rien d'autre que la nature. Et si on comprend ça, si on abolit complètement la distinction entre nous et la nature, vous êtes la forêt, vous êtes la fleur, vous êtes l'océan, hein, et par contre, vous n'êtes pas le supermarché. Donc en fait, c'est très important de comprendre que s'il n'y a pas de distinction, eh ben, au fond, on va avoir, on va dire, une gestion de nos acquisitions, de nos déchets, j'allais dire, une gestion de notre présence au monde qui va forcément être en accord avec la nature, puisque nous sommes la nature. Il n'y a pas un bout de la nature, vous n'avez pas un pommier qui tout à coup se met à devenir fou en disant « je veux être le plus grand pommier, je veux avoir des comptes en banque, je veux stocker des pommes pour pouvoir les revendre aux pruniers » et ainsi de suite. Le pommier, il déconne pas, il reste fidèle à sa nature de pommier. Et bien en fait, chaque être humain doit faire pareil. Au lieu de se dire, vous voyez, j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant « mais qui suis-je profondément ?» J'ai envie de vous dire « un pommier ». C'est tout simple. En fait, il faut trouver d'une certaine manière sa logique interne, on va dire, qui ne soit ni en exubérance, ni en trop grand déploiement, ni en raréfaction de soi, c'est-à-dire sans se faire du mal et sans trop se déployer, apprendre tout simplement, d'une certaine façon, à faire les choses selon sa nature, mais sans exagération. Et sachant que tout ce qu'on produit doit pouvoir être recyclable. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, aujourd'hui, oui, il y a des bâtiments qui sont, j'allais dire, zéro énergie, zéro déchet, zéro tout. Nous, on doit devenir ça. C'est-à-dire que la seule voie, en vérité, pour avoir une écologie intérieure, c'est de comprendre que nous sommes la nature et que donc, en fait, on est malheureux dès qu'on est en excès. Dès qu'on est en excès d'émotion, dès qu'on est en excès de mental, dès qu'on est en excès de possession, dès qu'on est en excès de manque, on est mal. Donc, en fait, si vous voulez, il faut juste enlever l'excès et être tout simplement, j'ai envie de vous dire, en accord avec notre nature. C'est pas si difficile. Il suffit de faire quoi? D'être présent à chaque moment. C'est l'étape 1 dont parle Thich Nhat Hanh, la pleine conscience. Alors, troisième point dans l'enseignement de Thich Nhat Hanh, c'est l'action collective. C'est-à-dire que pour lui, d'une certaine manière, il n'y a pas de solution, par exemple dans la technologie, hein, pour sauver le monde, ni dans la guerre, ni dans la communication. Il y a une solution dans la collaboration, dans la coopération. C'est-à-dire que au lieu de vouloir acheter une machine à laver, par exemple, faites la lessive ensemble si on le suit bien. Ou bien, en fait, si vous voulez, si vous n'êtes pas végétarien, d'après Thich Nhat Hanh, au fond, d'une certaine manière, vous mettez au même niveau que l'animal et peut-être que demain, il y a un terrible dinosaure qui va venir vous manger. C'est possible. En tout cas, il faut arriver à comprendre que d'une certaine manière, c'est la coopération avec la nature et la coopération avec les autres qui est la voie qu'il dessine. Alors, quelques citations. La méditation est la rencontre sereine avec la réalité, c'est-à-dire que effectivement, dans le bouddhisme, tout comme dans l'hindouisme védantique, évidemment, on est vraiment dans une connexion à la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui s'offre à l'instant T. Sauf qu'on n'est jamais là, nous, à l'instant T. On est ailleurs, on est en train de penser à autre chose, on est en train de faire autre chose. La méditation, c'est juste la connexion à la réalité. J'aime bien ça parce que, en fait, la méditation, c'est pas une activité à part que vous allez faire. C'est-à-dire que quand, en fait, vous êtes amené
à vous asseoir dans un coin pour méditer avec une application ou tout seul avec un réveil, ou pas de réveil d'ailleurs, pour vous limiter. En vérité, c'est que vous êtes trop plein, c'est-à-dire que vous avez besoin de vider votre sac parce que vous êtes tellement déconnecté, que vous êtes tellement plein que vous n'allez pas pouvoir vous reconnecter à l'état, j'allais dire à l'instant présent. Je pense que quelqu'un comme Thich Nhat Hanh est en permanence en accord avec l'état présent, donc il n'a pas besoin, sinon pour se reposer un petit peu de ses nombreux enseignements, il n'a pas besoin en fait de méditer, de s'arrêter pour se ressourcer. Il est en accord complètement. Donc en fait, c'est ce but-là, nous, qu'on doit avoir. J'aime beaucoup aussi cette phrase, si vous consommez des objets issus de la souffrance, vous semez en vous des graines de souffrance. Donc c'est important en fait que quoi qu'on fasse, ça ne veut pas forcément dire, en tout cas, j'allais dire, je ne vais pas interpréter Thich Nhat Hanh, je vais vous dire en tout cas que ça ne sert à rien de se culpabiliser par exemple de manger de la viande ou d'avoir un sac en cuir. La chose importante, à mon avis, déjà à l'étape où on est nous tous, c'est d'avoir conscience que y a une vache qui a donné sa vie ou qui a donné sa peau pour qu'on ait des chaussures ou un sac. Et peut-être que c'est mieux de manger moins de viande, peut-être que c'est bien de manger de la viande quand vous êtes malade et pas autrement, peut-être que c'est bien en fait d'acheter des sacs de deuxième main, peut-être que c'est bien en fait de limiter les choses. Maintenant, si la plus belle chose de votre vie c'est de manger un steak et d'avoir un sac, bon, on peut le dire que c'est bien pour votre anniversaire. En fait, l'idée, d'une certaine façon, c'est avoir conscience de ce qu'on prend et redonner. Et en fait, moi j'aime bien cette idée de, on peut faire des choses, on peut, je sais pas moi, faire des courses dans un supermarché, aller au restaurant, perdre son temps, manger de la viande, avoir un sac en cuir, on peut faire ce qu'on veut. Le tout, en fait, c'est de prendre conscience que ça a un coût, on va dire, de déphasage par rapport à soi, que ça a un coût en mental, que ça a un coût en énergie, que ça va avoir un coût en souffrance pour d'autres, et qu'à partir de là, d'une certaine manière, ce qu'on doit faire nous en tant qu'être humain pour être un bel être humain, c'est redonner. C'est-à-dire prendre peut-être, mais redonner. C'est le principe de la vie, c'est le principe de la respiration. Donc prendre n'est pas grave du moment qu'on redonne. Voilà. Et voilà. En fait, donc qu'est-ce qui m'a moi le plus frappé dans Thich Nhat Hanh, que j'ai découvert très, j'allais dire tardivement, c'est-à-dire il y a quelques années, 4-5 ans, c'est qu'en fait c'est sa modestie et son amour qui s'expriment. C'est-à-dire que c'est impossible de ne pas avoir envie, j'ai envie de vous dire, de lui faire plaisir, même en lisant ses livres, parce qu'on se dit, mais c'est un saint homme, il est tellement extraordinaire, il est tellement pur, il est tellement gentil, il est tellement respectueux, qu'en fait il donne envie, et c'est bien ce qui se passe au village des Pruniers, il donne envie d'être comme lui. Donc voilà, c'est en fait une voie, j'ai envie de vous dire, extrêmement douce pour nous faire avancer en nous.